Avocat, conseiller juridique en entreprise et responsable d'une association pour jeunes en difficulté avant d'être psychothérapeute. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers dont Cessez d'être gentil, soyez vrai et La paix, ça s'apprend, guérir de la violence et du terrorisme. Mon invité aujourd'hui est Thomas Dansembourg. Merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. Donc comme je le disais, vous avez sorti un livre qui s'appelle La paix, ça s'apprend. Pour être sûr qu'on comprenne bien de quelle paix vous parlez, plutôt la paix intérieure ou, comme disent les Miss, entre guillemets, la paix dans le monde. J'ai coécrit ce livre avec David Van Erebroek, qui est donc un écrivain belge bien connu, très apprécié, spécialiste de l'histoire des civilisations. Et nous parlons bien sûr de la paix intérieure qui conditionne notre capacité à créer de la paix extérieure. C'est vraiment difficile d'envisager de pacifier l'extérieur tant qu'on n'a pas pacifié l'intérieur. Et donc, ce sont quelques clés pour apprendre à se connaître et à se pacifier en faisant valoir le fait que la paix, ça s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un miracle, ça n'est pas le fruit d'incantations, même très très pieuses. C'est une pratique, c'est une hygiène et ça n'a rien de bisounours, contrairement à ce que parfois on croit. Et quelles sont les clés justement pour apprendre cette paix ? Alors, une des premières clés, c'est d'apprendre à développer une vie intérieure nourrie, nourrissante, inspirée, inspirante. Et ça, malheureusement, jusqu'ici, ça ne fait pas partie de nos pratiques. Et je dirais même dans nos pratiques religieuses, j'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique très pratiquante, mais les clés de compréhension de moi, d'écoute intérieure, d'alignement sur mon fil rouge, je ne les avais absolument pas. Comment est-ce qu'on traite la colère, comment est-ce qu'on traite la tristesse, comment est-ce qu'on traite l'impuissance, comment est-ce qu'on traite le désir, l'envie, et parfois même la jalousie. Ces clés de connaissance de soi, de pacification de soi, je ne les ai pas reçues. Et donc, je souhaiterais qu'elles soient effectivement davantage connues. Il existe de nombreux outils pour apprendre à se connaître, à se pacifier, à mieux gérer ses émotions et à mieux comprendre sa propre inspiration, son élan de vie. Alors c'est ce que je suggère avec David, c'est que nous avons sous la main de nombreux outils extrêmement performants qui ont fait leur preuve depuis des décennies, parfois même des millénaires, comme la méditation, pour se pacifier. Et donc c'est tout sauf New Age, c'est plutôt Old Age, si je puis dire. Et ce serait vraiment urgent que le grand public puisse bénéficier de ces outils qui ont sans doute été formés, forgés dans le domaine du développement dit personnel, mais qui font aujourd'hui partie du développement social durable. Et ça ne fait pas partie de nos apprentissages de base, comme lire, écrire, calculer. Pour vous, ça devrait en faire partie, on devrait apprendre dès le plus jeune âge ? Ça me paraît une véritable urgence. Devant les tragédies auxquelles on assiste un peu partout, les récents attentats, etc., j'ai la conviction profonde que tout citoyen qui va à l'école devrait, dès la maternelle, apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ça dit de lui, qu'est-ce qui le met en joie, qu'est-ce qui le met dans une joyeuse expansion de lui, un joyeux état créateur au service de la vie communautaire. Mais il a également besoin d'apprendre qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le rend impuissant ou en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. Vous voyez qu'on a largement dépassé le développement personnel. On parle d'un enjeu de santé publique. Et je disais ça jusqu'à peu d'années, depuis que je travaille dans ce domaine-là. Je parlais de santé publique, mais aujourd'hui je parle de sécurité publique. Absolument. Les terroristes qui ont fait sauter des bombes sous nos pas de porte ont été élevés dans le sérail, dans nos écoles, dans notre univers. Et donc il manque quelque chose à cet univers pour créer du nous, du lien social. Et ça n'existe pas encore. Nous avons besoin d'intégrer ça. On va parler aussi de votre autre livre donc, que j'ai cité, c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Vous dites là qu'on est plus dans le faire que dans l'être. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Par habitude, nous sommes conditionnés à bien faire et nous sommes récompensés pour ça. Et nous sommes peu invités à bien être intérieurement, à bien s'éveiller, à bien être disposés, à être dans une attitude de réflexion, de recul, d'intuition, de créativité. On est plutôt dans une précipitation de choses à faire, en choses à faire, en choses à faire, parce que très tôt, nous avons appris, tiens, si tu fais bien, nous avons pu ressentir, tiens, si je fais bien, on m'aime bien. Si je fais bien et beaucoup, on m'aime bien et beaucoup, alors je fais de plus en plus et de plus en plus pour être bien aimé de plus en plus. Et c'est une course. Et je montre ça dans Cessez d'être gentil, que dans cette course-là, c'est difficile d'avoir des temps de silence, de recul, de repos, et donc de présence à soi, et de présence à l'autre, puisqu'on est toujours préoccupé par la chose à faire. Regardez dans les familles, c'est range ta chambre, brosse tes dents, prépare ton cartable, mets la table, ne loupe pas ton but, dans ton bus, on est de choses à faire en choses à faire, dans une course qui est souvent un peu éperdue. Nous avons oublié d'être en paix avec soi et avec l'autre. De nouveau, ça s'apprend. J'étais moi-même quelqu'un qui courait trop vite, c'est une des raisons qui m'a amené en thérapie.
Et justement, oui, on doit apprendre nous-mêmes, mais ça veut dire que les autres doivent apprendre aussi. Donc c'est vraiment une chaîne sans fin finalement. Disons que c'est contagieux. Si nous attendons que les choses changent pour nous changer, nous risquons d'y passer notre vie et de la perdre. Donc c'est précieux de se dire, je ne vais pas attendre que le monde change autour de moi pour changer ma façon d'être au monde. Et aujourd'hui, j'accompagne, et nous sommes beaucoup de gens dans ce domaine-là, à accompagner des gens qui en ont marre du rythme fou dans lequel ils sont et qui ont besoin d'apprendre à comprendre pourquoi ils courent tant. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils cherchent désespérément quelque chose à l'extérieur qui ne vient pas? C'est la plupart du temps qu'ils n'ont pas trouvé par l'intérieur quelque chose qui est là, mais qu'ils n'ont pas trouvé. Et comment on peut se concentrer sur nous sans se dire que sur ce coup-là, on est un peu égoïste ou égocentrique? En réalisant bien qu'une maman qui veut allaiter son bébé de façon durable et chaleureuse et présente a parfois besoin de le poser dans son berceau, éventuellement même de le laisser pleurer pour aller se ressourcer, respirer, se nourrir, recevoir elle-même des câlins de son conjoint et revenir toute rechargée d'amour pour prendre soin. Il y a un égoïsme bien compris dont nous avons besoin pour pouvoir rester centrés. Combien d'enfants ne font-ils pas les frais le soir des tensions des parents accumulées au travail? Et ils servent de poubelle à frustration. Il est urgent que les parents apprennent à gérer leurs émotions, à gérer leurs frustrations, à retrouver un espace de pacification pour être disponibles à accueillir les enfants le soir. Et ce n'est pas facile, je le sais moi-même ayant 3 enfants. Vous parlez dans votre livre des enfermements. C'est des pièges dans lesquels on est nous-mêmes enfermés. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont ces pièges exactement? Je montre qu'à force d'être plus dans la course au faire qu'à la présence à l'être, nous nous retrouvons pris dans des enfermements, le jeu de mots est à dessein bien sûr, qui peuvent se révéler infernales. Nous sommes enfermés dans des systèmes de pensée, des habitudes, des automatismes que nous finissons par ne plus jamais remettre en question. Et nous parlons de façon agressive à notre conjoint, alors que quelques temps plus tard, on l'a épousé avec tendresse et amour. On parle de façon rejetante à notre ado, alors qu'on l'a mis au monde pour le chérir. Il y a une sorte de manque de la cible. On loupe la cible. On voulait la tendresse, l'amour, le partage, la connivence, et par enfermement dans des systèmes, on obtient juste le contraire. Ça demande donc de la lucidité et de la remise en question du système de pensée pour quitter l'enfermement, l'observer pour pouvoir le quitter. Et cette remise en question, est-ce qu'il faut un déclic pour l'avoir? Comment ça se passe chez les gens? À quel moment les gens que vous avez rencontrés, que vous avez eus en atelier, comment ils ont eu le déclic de ce changement? Je dirais que la majorité des personnes qui se mettent en route, malheureusement, le font parce qu'un événement leur apporte un choc. Le choc les ébranle, et tout d'un coup ils se disent « j'étais distrait, j'étais à côté de moi-même, qui suis-je d'abord et comment me trouver ?» Et tout d'un coup ils se mettent en route. Le choc peut être un divorce, peut être des ennuis de santé, un accident, ils couraient trop vite, ils trébuchent, la voiture qui dérape, et c'est assez une maladie qui survient, et c'est assez souvent ça qui leur fait dire « mais au fond, est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je respecte le vivant en moi ?» Et malheureusement, c'est souvent dans la souffrance plutôt que dans la conscience. Toutefois, j'observe une évolution et aujourd'hui, beaucoup d'êtres se mettent en route, je dirais anticipativement, parce qu'ils réalisent bien qu'ils ne sont pas dans une joyeuse expansion de leur être profond, ils sont dans un petit confinement dans leur personnage et qu'à un moment, ça étouffe, ils en auront le bol. Et c'était bien mon cas. J'ai senti que j'étais bien étouffé dans le gentil, poli, garçon de bonne famille, bien éduqué, qui fait bien son boulot d'avocat, mais qui s'ennuie copieusement et qui a absolument besoin de trouver une issue pour mettre au monde ce que j'avais en moi. Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens généreux, profonds, avec de merveilleux talents qui ont envie de pouvoir mettre ça au service. C'est ce que j'appelle de l'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure n'est pas indépendante de la vie communautaire, au contraire, c'est ce qui commande, mais aussi féconde notre vie communautaire. Un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. Pacifiant. Il n'est pas passif dans son coin à fumer son pétard, il est activement en train de mettre ce qu'il a découvert en lui comme trésor, et je suis convaincu qu'il y a des trésors en chacun de nous. Je l'ai appris avec les gamins de la rue dont je me suis occupé pendant 10 ans. Il y a un trésor de bonté, de générosité, d'humanité dans le cœur de chacun de nous, même si souvent ce trésor a pu être blessé. Et ce qui apparaît lorsqu'on découvre ce trésor, c'est le goût d'être généreux, de le répandre. Je n'ai pas vu de personne se confiner dans l'égoïsme quand elle a travaillé la connaissance de soi. Je n'ai pas vu ça en 25 ans. Ça passe par un moment de repli qu'on peut de l'extérieur juger égoïste. Il fait sa thérapie, fait son yoga, sa méditation, il s'occupe pas pendant ce temps-là de ses enfants. Ça passe par une apparence d'égoïsme, il y a un moment de repli, mais qui est vraiment l'occasion d'une ouverture tellement plus généreuse aux autres. Il y a quand même un certain jugement quand même dans notre société quand des gens se concentrent sur eux.
Alors, on est bien d'accord qu'il peut y avoir un risque de complaisance à s'entretenir. Je suis même en thérapie, ça va durer 25 ans et c'est pas grave. Je reste là-dedans à tourner en rond et je me joue un peu victime en me posturant dans ma plainte. Ça peut arriver, bien sûr. Et c'est bien connu d'ailleurs en psychologie. Une des personnes avec lesquelles je me suis formé, Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, disait ça, c'est le stade exécrable. La personne commence à apprendre à savoir qui elle est, à se reconnaître, et elle est dans le je, me, moi d'abord. Et effectivement, il y a comme un mouvement de balancier. Alors mon souhait, bien sûr, c'est que ce mouvement de la balancier nous ramène à l'ouverture aux autres. Après avoir soigné ses bobos, ses blessures, ce qui est légitime, eh bien, c'est de revenir à l'ouverture aux autres. Mais je reconnais que certaines personnes peuvent rester dans une complaisance un peu enfermante. Et vous parlez dans votre livre de 3 minutes chaque jour pour apprendre, pour se concentrer sur nous-mêmes. Concrètement, comment on fait? Quelles sont les questions à se poser? Vous savez, c'est un jardinage, la vie intérieure. On ne fait pas pousser une fleur ou un légume en tirant dessus, mais en prenant soin régulièrement. Pas forcément beaucoup de temps, si vous avez des laitues ou des géraniums dans votre jardin. De temps en temps, vous passez pour apporter vérifier l'ensoleillement, enlever les mauvaises herbes et arroser. Vérifier l'ensoleillement, c'est apporter de la présence, de l'attention. Enlever les mauvaises herbes, c'est vérifier que vos pensées négatives, vos systèmes de pensée enfermants n'ont pas repris le dessus, mais que vous arrivez à les réouvrir. Et arroser, c'est se nourrir de ce que toutes les traditions nomment de façon assez proche le souffle, la ressource, la grâce. On l'appelle comme on veut, mais c'est apprendre à capter cette nourriture qui est au cœur de chacun de nous. Et 3 minutes, 3 fois par jour, ça peut paraître bénin, peut-être même infantile, et toutefois c'est un levier extrêmement puissant pour petit à petit apporter du changement, du goût pour cette vie intérieure. Et la plupart des personnes qui ont démarré avec cette petite discipline, finalement, consacrent plusieurs minutes par jour à jardiner cette vie intérieure au service justement d'une vie communautaire infiniment plus pacifiée. Vous êtes positif par rapport au fait que les gens aujourd'hui ont plus de connaissances d'eux-mêmes, que la société évolue à ce niveau-là, qu'on prend plus le temps pour nous? Bien sûr, je souhaite que de plus en plus de nos contemporains soient conscients de ce qu'ils vivent pour être de moins en moins manipulés par des illusions. Notre système de société de consommation hyper matérialiste manipule nos émotions. Vous serez le meilleur en ayant ça, vous serez reconnu en ayant cela, etc. Et si on est un peu fragile, on tombe facilement dans le piège. Et ça nous rend malheureux parce que bien sûr que c'est une illusion. Et derrière ça, on a pu voir dans l'histoire et dans l'histoire bien récente combien, si nous ne sommes pas discernants, conscients, responsables et ancrés, nous pouvons tout d'un coup suivre un mouvement de foule qui, parce qu'un ahuri nous dit on ne va pas tous par là. Et c'est catastrophique, vous voyez. Donc j'ai vraiment confiance qu'en travaillant sur soi, en devenant discernant, responsable, ancré et inspiré, pour moi, il y a une dimension de vie spirituelle. De nouveau, chacun y mettra le mot qu'il veut, la référence qu'il veut. Je suis convaincu que nous avons des ressources profondes pour être des citoyens beaucoup plus heureux, solidaires et créatifs et féconds. Et pour terminer, même si vous en avez déjà un peu parlé, un mot sur votre parcours. Comment vous êtes passé vous-même d'avocat à psychothérapeute? Comment s'est passé ce changement de vie? Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Peut-être en très bref, la conscience que beaucoup de conflits, comme avocat, j'avais quand même à travailler à beaucoup de conflits, venaient de la méconnaissance de soi. Les gens partent en conflit parce qu'ils ne savent pas s'exprimer avec clarté, précision et justesse. Ils sont excessifs et ils sont agressifs tout de suite. Au lieu de dire je suis déçu parce que j'aimerais une meilleure écoute entre nous deux dans un couple, est-ce qu'on peut apprendre à se parler sans s'interrompre? Ils se balancent, tu es un égoïste, tu penses qu'à toi, et ça crée des tensions qui s'empilent les unes sur les autres, et ça se vérifie dans les enjeux des affaires, du commerce également. Et donc j'ai pu voir que beaucoup de conflits sont des malentendus, les malentendus étant des mal exprimés, mal écoutés. Et si les gens s'exprimaient mieux et s'écoutaient mieux, la dimension d'écoute est extrêmement précieuse, on éviterait beaucoup de conflits. Et assez vite, je me suis dit, je ne suis pas au bon endroit, j'ai envie d'aider les gens à se pacifier, à pacifier leurs relations. C'est ce qui m'a fait choisir mon métier d'avocat, qui peut être par ailleurs un magnifique métier, je ne le discrédite pas, mais pour moi, je voulais aller en amont du phénomène
de la tension. Comment être plus vigilant pour éviter de partir dans le dérapage qui génère le conflit. Je ne dis pas qu'on va éviter tous les conflits, mais on peut s'outiller pour en éviter beaucoup et en tout cas mieux les traverser. Et c'est ça qui m'a amené à m'occuper de jeunes de la rue, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'association Flics et Voyous à l'époque et d'y consacrer 10 ans de ma vie en bénévolat. J'y consacrais mes vacances et mes week-ends. Et là, en observant la violence des jeunes sur eux ou sur les autres, je me suis dit, là aussi, il y a un manque de discernement, de conscience. La violence exprime des frustrations par rapport à des besoins d'identité, de reconnaissance, de partage, de connaissance de soi, d'amour évidemment, mais également de sens qui ne sont pas nourris. La violence ne s'instaure pas si nos besoins de partage, de reconnaissance, etc. sont nourris. Et donc, j'ai réalisé que si nous apprenions à mieux connaître nos besoins et à les nourrir, à en prendre soin, ce ne serait pas de l'égoïsme, ce serait du service à la vie communautaire. Et par ce biais, j'ai rencontré l'approche de la communication non violente que j'enseigne depuis 25 ans et très vite, j'ai eu envie de me former pour devenir thérapeute et enseigner cette approche-là. Une des raisons clés, je vous l'ai dit, et je la rappelle parce qu'elle peut peut-être servir nos auditeurs, c'est que je courais trop vite et j'étais toujours essoufflé. Et je me suis rendu compte d'un moment, on n'est pas sur Terre pour courir sans arrêt, on est sur Terre pour être joyeux, détendu, confiant. Pourquoi est-ce que je cours si vite? J'ai eu besoin d'apprendre ça pour apprendre à me ralentir. C'est sûrement quelque chose dont beaucoup de gens doivent prendre conscience. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thomas Danson. Merci beaucoup pour votre accueil.